Donc, pendant 1 heure aujourd'hui, nous allons parler du réemploi comme solution majeure pour lutter contre la pollution plastique avec nos invités. Et important aussi, un temps sera prévu donc en deuxième partie du webinaire. Alors, vous pourrez leur poser en fait toutes vos questions en commentaire du live et je les ferai remonter, donc vraiment, n'hésitez pas. Voilà, donc premier intervenant aujourd'hui, Alice Abba. Vous êtes donc coordinatrice du réseau Consigne, qui est le réseau qui fédère les professionnels du réemploi en France. Ensuite, Charlotte Darmet, vous êtes quant à vous donc cofondatrice d'Opopop, qui est le premier service d'emballage de colis garanti réutilisable et consigné. Ensuite, Nathan Dufour, vous êtes coordinateur du programme Consommation et Production chez Zero Waste Europe, qui est donc l'association qui promeut le mode de vie zéro déchet et zéro gaspillage à l'échelle des citoyens, mais aussi pour les collectivités et pour les entreprises. Et enfin, avec nous aujourd'hui, Laurence Delavalade, vous êtes responsable offre chez Petrel, Commerce Circulaire, qui est donc une start-up qui accompagne les industriels et les distributeurs dans leur transition vers une gestion circulaire de leurs emballages. Voilà, donc encore merci à toutes et à tous d'avoir répondu présent à notre invitation. Et je vais maintenant laisser la parole à Muriel Papin, qui est déléguée générale de No Plastic in My Sea. Merci beaucoup, Christy, pour cette introduction. Contre quoi on lutte, qui est la pollution plastique au sein de l'association No Plastic in My Sea, et revenir un peu sur l'origine de cette pollution. Elle est en grande partie liée à une omniprésence du plastique dans toute notre économie et dans nos vies. Il faut savoir que la production de plastique, elle a été multipliée par 20 en 50 ans, ce qui est absolument énorme, et tous les ans, elle augmente de 4% au niveau mondial. Et de ce fait, on a une pollution qui est à plusieurs niveaux sur toute la chaîne de production du plastique. On a vu il y a peu de temps une production massive sur les plages du Sri Lanka liée en fait, au transport de conteneurs qui eux-mêmes contenaient des granulés de plastique qui sont la matière première qu'on va utiliser et qu'on va ensuite transformer avant de faire tous les emballages et tous les produits plastiques qu'on utilise. Et donc, on voit qu'avant même transformation, on a une forme de pollution et qu'on va en avoir aussi lors de l'usage des produits et qu'on va en avoir en fin de vie des produits lorsqu'ils sont devenus des déchets. Donc, majoritairement, ce qu'on a en tête, c'est évidemment cette pollution qui est liée aux déchets. Et ce qu'on sait aujourd'hui de manière assez claire, c'est que le schéma qu'on avait qui faisait qu'on triait, qu'on recyclait, et ce qu'il faut évidemment continuer à faire, en fait, ne suffit pas à régler le problème de la pollution plastique qui est beaucoup plus vaste. Et il y a tout simplement des limites techniques dans les techniques de traitement des déchets. Donc, il est important d'avoir aussi une vision préventive en fait des déchets plastiques et de raisonner de manière un peu globale sur comment on peut finalement réduire le volume de plastique et limiter ce nombre à la fois de plastique, d'objets plastiques et de déchets plastiques qu'on génère dans nos sociétés aujourd'hui. Je voulais aussi donner quelques indications sur la pollution plastique. Sur le palmarès, en fait, entre guillemets, c'est vraiment pas un très beau terme, mais en tout cas sur les déchets plastiques qu'on retrouve le plus sur les plages européennes, ils sont beaucoup liés à l'emballage et on trouve notamment en première position la bouteille plastique, mais on retrouve aussi beaucoup de paquets de chips, de paquets de bonbons, de sacs plastiques évidemment, mais aussi beaucoup de couverts, de boîtes à emporter, de nourriture à emporter, de pailles, de gobelets évidemment. Donc voilà, on a une vision assez claire de ce qu'on retrouve sur les plages. C'est beaucoup lié à l'emballage. Et c'est vrai que l'emballage, finalement, c'est l'archétype de l'économie linéaire. Ça, on extrait des ressources pour élaborer un produit qui va avoir une durée de vie très courte. Là, on est sur de l'usage unique qui va devenir très vite un déchet. Avec les problèmes liés à ce déchet, notamment quand on est sur de la matière plastique qui n'est pas biodégradable. Et ce qu'il faut avoir en tête, c'est que l'emballage, c'est 45% de l'usage de plastique qu'on fait en France et c'est 60% des déchets plastiques. Voilà, donc c'est un gros enjeu finalement quand on veut s'attaquer à la pollution plastique et c'est important qu'on raisonne complètement différemment du mode de raisonnement qu'on a eu jusqu'à aujourd'hui et qui a fonctionné dans nos sociétés de consommation, mais qu'on se dise qu'est-ce qu'on peut faire finalement pour qu'il y ait le moins possible de déchets générés du fait de l'emballage. Et c'est tout l'enjeu du réemploi dont on va parler. Alors, avant de vraiment de rentrer dans le cœur du sujet du réemploi, je voudrais juste donner quelques éléments d'une étude très importante qui a été publiée l'année dernière par Pew Charitable Trust,
qui a voulu mesurer quelle serait l'évolution de la pollution plastique si on ne faisait rien, et elle serait multipliée par 3 d'ici 2040, mais quels seraient aussi les scénarios plus optimistes si on mettait en œuvre toute une série de solutions, comment est-ce qu'on arriverait à la résorber et qu'est-ce qu'il faudrait mettre en œuvre. Et ce qui montre, c'est qu'on pourrait la réduire de 80% en mettant en place tout un panel d'actions de manière très ambitieuse, mais ce qui montre aussi dans cette étude, c'est que toutes les solutions n'ont pas le même impact. Et celle qui a vraiment le meilleur impact, hein, c'est la réduction de la production, qui inclut le réemploi des consommateurs qui vont utiliser leurs gobelets, leurs gourdes, leurs sacs de vrac, etc. Mais surtout, réemploi finalement de notre économie et de nos produits de grande consommation qui vont être repensés dans un autre modèle pour pouvoir être réutilisés des dizaines, voire des centaines de fois. Voilà, donc c'est tout l'objet de cette conférence. Le réemploi, c'est vraiment une piste de solution majeure si on veut résoudre la crise de la pollution plastique. C'est la première avec la réduction, d'où l'intérêt de finalement développer et donner tous les moyens à ces solutions qui émergent de plus en plus. Et l'objectif, c'est aussi de faire la lumière sur ces solutions. Alors, on va commencer à rentrer dans le vif du sujet pour faire avec Alice le point sur la manière dont ça se passe en France. Alice, est-ce que vous pouvez, donc vous êtes coordinatrice du réseau Consigne, donc qui a toute une mission aussi de réemploi, qui n'est pas que sur la consigne. Est-ce que vous pouvez nous dire où on en est en France du cadre juridique sur le réemploi, quels sont les types de secteurs, quels sont les produits concernés, quelle est la dynamique entrepreneuriale, combien de structures vous fédérez, voilà, et quels sont éventuellement si les freins que vous rencontrez. Oui, bonjour à toutes et à tous, merci Muriel. Oui, pour peut-être revenir sur quelques éléments de vocabulaire pour qu'on parle toutes et tous de la même chose. Donc le réemploi, donc il est défini comme toute opération par laquelle des produits, donc en ce qui nous concerne des emballages donc, qui ne sont pas des déchets, vont être utilisés à nouveau pour un usage identique à celui pour lequel ils ont été conçus. Donc ça se distingue de la réutilisation parce que pour la réutilisation, il y a un passage par le statut de déchet. Et ça se distingue du recyclage, puisque le recyclage est un procédé permettant d'utiliser à nouveau un produit pour en faire, ou sa matière, hein, pour en faire un nouveau produit. Donc avec le réemploi, on a un emballage qui a été conçu pour être réemployé et qui va être collecté, lavé et réintroduit dans le circuit pour être utilisé pour un usage identique. Et donc la consigne, c'est vraiment la somme supplémentaire qui va être payée par le consommateur au moment où il va acheter le produit et qui va lui être restituée quand il va rendre l'emballage au point de collecte. Donc voilà un peu pour la définition des termes. Alors en France, la consigne pour emploi, elle a peu à peu disparu à peu près dans les années 80 avec l'arrivée des emballages jetables. Elle subsiste tout de même dans les cafés, hôtels, restaurants où il y a encore 30 à 40% des boissons qui sont consignées pour réemploi. Et en Alsace, qui est une situation un peu unique en France, où on a encore 25 millions de bouteilles par an qui sont réemployées, parce qu'il y a des producteurs qui n'ont jamais cessé de faire du réemploi. Et donc, dans les autres régions et sur les autres secteurs, la consigne pour emploi a peu à peu disparu. Et aujourd'hui, enfin, depuis quelques années, on voit le retour de la consigne pour emploi et la reconstruction de filières de réemploi dans les territoires et sur différents types de contenants et d'emballages. Et donc, notamment sur les bouteilles et les bocaux en verre, parce qu'il y a notamment des opérateurs de filières qui ont vu le jour dans les régions et qui offrent des services clés en main de collecte, de lavage et de fourniture d'emballage en verre. Mais ce qu'on voit aussi, c'est qu'il y a une multitude de projets sur une multitude de contenants et d'emballages, sur les colis pour le e-commerce, sur les bacs de transport alimentaire, sur les boîtes repas pour la vente à emporter, sur les fûts de bière, les emballages cosmétiques aussi de plus en plus. Donc là, on est vraiment les témoins d'un essor de ces dispositifs pour lutter contre les emballages jetables. Nous, au niveau du réseau Consigne, on fédère environ 200 acteurs et actrices qui travaillent sur des dispositifs de réemploi. Donc, on va dire que la difficulté aujourd'hui, c'est que puisque la consigne a disparu dans les années 80, les infrastructures aussi qui permettent le réemploi ont peu à peu disparu. Donc l'enjeu pour ces acteurs, c'est de reconstruire ces infrastructures.
Donc, ça va être les stations de lavage, de réinvestir dans des boucles logistiques, de réinvestir dans des parcs de contenants qui permettent le réemploi, et puis aussi de faire rentrer à nouveau dans les habitudes ce geste de revenir au point de collecte, de former le personnel en magasin. Et donc, tout ça, ça demande des changements qui sont comportementaux et aussi des investissements financiers importants. D'accord. Merci beaucoup. Ce que je propose, c'est que on rentre dans des exemples très concrets. Vous nous avez donné quelques exemples de secteurs dans lesquels le réemploi se développait et on voit qu'il y en a pas mal. Je propose qu'on rentre dans des exemples concrets avec vous, Laurence, pour que vous nous disiez chez Petrel sur quoi vous intervenez, quelles sont vos réalisations, avec quels aussi acteurs vous collaborez, quels freins éventuellement vous avez rencontrés, quelles solutions vous avez trouvées. Voilà, présentez-nous s'il vous plaît votre offre et le développement du réemploi que vous voyez et que vous accompagnez avec votre solution. Bonjour à tous, je m'appelle Laurence de Lavalade et je travaille chez Petrel. La mission de Petrel est d'éliminer les emballages à usage unique. Alors, comment? En mettant en place des boucles de réemploi chez nos clients avec ou sans consigne sur l'emballage. Alors, je vais vous donner un premier exemple qui a vraiment été opportuniste. Carrefour livre les courses faites par les clients sur Internet dans des sacs. Donc, ces sacs étaient existants et au bout d'un seul usage, ils étaient jetés. Alors que ces sacs n'étaient absolument pas abîmés et en plus, c'était assez qualitatif puisqu'ils étaient quand même la représentation de Carrefour chez le client. On connaît aujourd'hui l'importance du marketing de l'emballage. Donc, qu'est-ce qu'on a mis en place comme boucle pour ces sacs en plastique afin d'éviter de les jeter? Donc, le consommateur fait ses commandes sur Internet et rend ses sacs à la prochaine livraison ou même d'ailleurs lors de la même livraison. Il les rend donc au livreur. Les sacs sont ensuite collectés et on les envoie dans des centres de réinsertion professionnelle en centre pénitentiaire. Et là, les sacs sont nettoyés, pliés et remis dans le circuit. Donc, on voit ainsi qu'un sac réemployé a de nombreux avantages. Non seulement, là, il va être moins cher qu'un sac neuf, son bilan écologique est positif et ce sac a même un rôle social, puisqu'il permet de donner du travail à des personnes qui vont être donc en centre pénitentiaire et ça va les mettre sur le chemin du réemploi également. Nous avons donc mis en place avec des sacs existants qui étaient fabriqués en Asie. On n'allait pas les jeter, bien évidemment, mais pour des nouveaux clients, on va profiter. Donc là, il y aura évidemment des nouveaux sacs à produire. Et là, on va favoriser la production en France ou en Europe. Enfin, d'une manière générale, on va favoriser des emballages qualitatifs afin de permettre le plus de cycles possible. Et puis de diminuer, bien évidemment, l'empreinte carbone liée au transport. Chez Carrefour, malgré les conditions sanitaires difficiles qui ne permettaient pas le retour des sacs pendant un bon moment, ça nous a permis d'économiser plus de 50 tonnes de déchets. Et franchement, il y a encore beaucoup à récupérer. Il y a beaucoup à faire, à communiquer encore auprès des consommateurs et puis également du changement à opérer chez Carrefour à tout niveau, dans les équipes marketing, dans les équipes opérationnelles, pour récupérer plus de sacs. Pour vous donner un ordre de grandeur, aujourd'hui, on est à peu près entre 10 et 15% de sacs qui sont récupérés. Donc, je vais vous dire qu'il y a encore, il y a encore beaucoup de déchets à aller chercher. Je peux vous redonner plein d'autres exemples. On travaille sur tout type d'emballage. Le verre qui se lave très facilement, l'inox qui se lave très facilement mais qui se recycle moins facilement, et le plastique. Donc, on ne diabolise pas le plastique et notamment, du coup, quand on travaille avec du plastique, de toute façon, on va le réemployer, donc il ne va pas se retrouver comme déchet et au bout de sa vie, de sa durée de vie, on va faire en sorte quand même que ce plastique soit réemployé ou réutilisé, si on a toujours un petit peu de mal à trouver le terme, de manière à limiter en tout cas le plastique qui va se retrouver dans la nature. De la même manière, on réfléchit vraiment à toutes les sortes de déchets. Donc, par exemple, quand on va laver
des emballages en verre sur lesquels il y a des étiquettes qui vont partir, des étiquettes qui indiquent par exemple un numéro de lot ou une DLC. On va faire attention à utiliser des étiquettes qui sont complètement lavables, solubles et qui ne laissent aucune trace de déchet dans la nature. Donc, c'est vraiment une vision globale du déchet qu'on va avoir de manière à limiter. On dit qu'on est en route vers le zéro déchet, mais c'est quand même un peu compliqué, mais de manière à avoir le moins de déchets possible dans la nature. Donc, le premier frein, on l'a vu, c'est bien sûr avoir des emballages réemployables. Et Charlotte, avec Hop Hop Hop, va nous en parler, puisque voilà, elle a dû créer un emballage réemployable. Le second frein, au retour de la consigne, va être le coût du retour. Et pour ça, on travaille avec des logisticiens, on travaille aussi avec la Poste, de manière à diminuer ce coût de retour. Et un autre moyen aussi de diminuer ce coût de retour, c'est d'avoir des emballages standardisés. Donc, on le voit bien encore, là, il n'y a plus de fonction marketing liée à l'emballage. Donc, c'est vraiment l'idéal, c'est que l'emballage ne soit pas dédié à une marque, mais soit commun à plusieurs marques, plusieurs distributeurs, de manière à ce qu'un emballage qui a été utilisé à tel endroit, une fois qu'il est lavé, puisse retrouver à un autre endroit, de manière à limiter les déplacements. Juste pour préciser, est-ce que c'est vous qui fabriquez les emballages ou vous collaborez avec les marques pour qu'elles revoient leurs emballages? Comment ça se passe? Il va y avoir un petit peu de tous les cas. Donc, du coup, dans la majeure, au maximum, quand c'est possible, on va utiliser les emballages existants, de manière à pas non plus jeter ces emballages existants. Et après, on travaille avec une marque de cosmétiques. Effectivement, on est en co-construction avec eux pour construire un emballage qui soit réemployable. Et puis bon, sur d'autres systèmes, pour l'instant, ce sera encore un peu tôt pour en parler, on va imposer un emballage qui va être standard et de manière à ce que du coup, il soit vraiment, qu'il puisse être commun à tout le monde et diminuer les coûts de collecte, pouvoir avoir cette massification qui va permettre de diminuer les coûts de collecte de la consigne. Et en type de produit, ça peut être quoi? Vous travaillez, parce que vous avez parlé des courses tout à l'heure et vous avez parlé de plusieurs types d'emballages, mais c'est quels produits dont on parle là, sur lesquels on a des emballages réemployables? Alors, du coup, on a aussi, on travaille en amont de la filière vrac, par exemple. Donc, ça va être les emballages alimentaires. J'en ai un qui est juste à côté. Voilà, ce genre de choses, par exemple. Donc là, l'idée, c'est qu'entre l'industriel et l'épicerie, on va supprimer également tout ce qui va être emballage carton ou les emballages en plastique à usage unique. Ça, c'est un type d'emballage. On a travaillé aussi donc, pour le projet Loop, qui travaille en collaboration avec Carrefour. Et là, désolée, j'aurais dû les mettre juste à côté de moi, mais on va avoir des emballages en inox pour des biscuits. On va avoir la bouteille de Coca, qui est donc la même que celle qui est utilisée en café, hôtel, restaurant, qu'Alice a cité tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on va avoir des boîtes aussi pour la lessive, les pots de Nutella, les pots de Ricoré, enfin voilà. Il y a Donc, tous les produits de grande consommation qu'on trouve au supermarché qui ont du coup une version d'emballage réemployé, enfin tous, une grande partie. Voilà. C'est pas encore tous, malheureusement. Mais bon, en tout cas, une gamme assez étendue quand même de produits de grande consommation. Et puis de l'autre côté, des emballages qui sont plus des emballages de finalement la chaîne logistique que le consommateur. Exactement. C'est ça. Enfin, oui, il y a le vin, bien évidemment. Donc aujourd'hui, il faut savoir, il y a quand même des vins qui sont vendus dans des bouteilles qu'on pourrait réemployer, mais le circuit n'est pas encore en place pour les réemployer. Donc c'est là aussi, c'est ce sur quoi on travaille. D'accord, merci beaucoup. Charlotte, peut-être qu'on va parler maintenant de votre solution. Même question. Qu'est-ce que vous proposez comme solution? En quoi elle s'inscrit complètement dans le réemploi? Où vous en êtes en termes d'avancée? Quels freins éventuels vous rencontrez? Et quelles solutions vous trouvez pour lever les freins, pour accélérer le développement du réemploi? À vous la parole, Charlotte. Bonjour à tous. Moi, je m'appelle Charlotte et je suis la cofondatrice de Hop Hop Hop. Donc nous, avec Hop Hop Hop, on s'est donné pour mission d'éliminer les déchets générés par le e-commerce. Voilà.
le e-commerce, c'est un des modes de consommation qui est le plus en croissance. Je pense que je ne vous apprends rien. Et un de ces impacts négatifs, ce sont les déchets qui sont générés. Il faut savoir que l'année dernière, il y a eu plus de 1,36 milliard de colis expédiés en France. Alors, c'était une année spéciale avec le Covid, mais c'était déjà prévu qu'on dépasse le milliard l'année dernière. Donc voilà, et les emballages qui sont expédiés, c'est notamment, on parle du plastique, ce genre d'emballage souple à usage unique et qui sont parfois recyclables, mais quand même assez rarement, et surtout qui sont dans les faits pas recyclés. Parce que dernier chiffre, et après j'arrête, en France, c'est à peu près 4% du plastique hors bouteille qui est recyclé, effectivement. Donc voilà, du coup, nous, on a commencé par vraiment cette question du plastique. Il y a environ 20% des emballages e-commerce qui sont expédiés dans du plastique. Il y a aussi le carton, bien sûr, qui, lui, est recyclable. Ça, c'est un peu un autre sujet. Mais voilà, on s'attaque à ces 20% de plastique qui sont surtout utilisés dans le textile. Et il se trouve que le textile, c'est le premier type de produit qui est vendu sur Internet. Donc voilà, nous, on s'est vraiment dit comment est-ce qu'on fait pour réduire l'impact du e-commerce. On commence par le pire, qui est le plastique à usage unique, des colis. Et où est-ce qu'on utilise ce plastique dans le textile. Et donc, on a créé des pochettes réutilisables, comme celle-ci. Alors, j'emploie réutilisable, Alice, tu m'excuseras. Réemployable, mais je pense que pour tout le monde, c'est plus simple d'utiliser le mot réutilisable pour cette fois. Et donc, voilà, c'est des pochettes qui sont louées par les e-commerçants et non plus achetées comme les plastiques à usage unique actuellement. Donc, on change un peu le business model de l'emballage. Et ces pochettes-là, en fait, le consommateur va pouvoir choisir sur le site du e-commerce de se faire livrer en colis réutilisable hop. Et une fois qu'il aura reçu sa commande, il pourra donc déceller la pochette. Voilà, il y a un petit scellé qui permet de fermer la pochette. Déceller la pochette, récupérer sa commande et renvoyer l'emballage vide dans n'importe quelle boîte postale jaune grâce à l'étiquette prépayée présente sur la pochette, donc gratuitement. Donc voilà, nous, on a vraiment cherché à circulariser le modèle du packaging e-commerce, du colis e-commerce. Et alors, ce qui est, je pense, assez intéressant dans notre cas très spécifique, c'est qu'en fait, on s'est vraiment appuyé sur des choses qui existaient déjà dans le e-commerce. Dans le e-commerce, il y a déjà cette notion de retour produit. C'est-à-dire qu'on a tous déjà renvoyé une robe, des chaussures qui ne nous allaient pas. Donc en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a systématisé ce geste de retour pour récupérer l'emballage. L'emballage revient chez nous. On le nettoie, on le reprépare pour le e-commerçant et ensuite on le relivre par paquet aux e-commerçants qui peuvent ensuite les réutiliser. Donc on s'est lancé l'année dernière au déconfinement, le tout premier. Donc voilà, en mai de l'an dernier. Aujourd'hui, on a 30 e-commerçants partenaires, essentiellement des marques textiles avec une grande composante éco-responsable. Et ce qu'il faut savoir à propos de nos pochettes, c'est que nous, on a cherché à aller vraiment loin dans la dynamique de réemploi et de circularité en utilisant des chutes de textile, des chutes de l'industrie textile. Et donc, c'est des tissus imperméables. Donc, polyester, effectivement, c'est du plastique, mais qui sont des chutes qui seraient jetées ou incinérées aujourd'hui. Nous, on les réutilise, on les monte en pochettes, ce qui fait qu'elles sont très solides, elles sont nettoyables et en fin de vie, on peut les retraiter. Et donc voilà, on fait aujourd'hui de l'upcycling, nos pochettes sont produites en France et on a une logistique qui est 100% française, locale, ce qui est quand même un vrai sujet aussi pour l'impact des solutions de réemploi. Je pense qu'on en parlera un peu plus tard dans la conférence. Et on travaille au maximum aussi avec des entreprises qui font de l'insertion. Et ça aussi, c'est intéressant parce qu'un des impacts négatifs du e-commerce, au-delà des déchets, c'est aussi l'impact social, emploi. Enfin voilà, on en parle beaucoup, notamment sur certains géants du e-commerce. Et le fait d'avoir une logistique de réemploi, ça permet aussi de relocaliser des emplois qui permettent de faire de la réinsertion, qui sont particulièrement adaptés sur ces sujets-là. Donc voilà, comme on parlait Laurence tout à l'heure, c'est un des effets bonus du réemploi de créer ce genre d'emplois locaux. Et notre grosse particularité, je pense que c'est bien de le préciser, Alice tout à l'heure, elle parlait d'un système de consigne. Donc nous, on a mis en place le système de consigne parce que c'est pas tout de faire un emballage réutilisable, encore faut-il qu'il soit vraiment réutilisé. Et donc pour ça, ce qui se passe aujourd'hui sur notre solution, c'est que le consommateur, quand il va choisir l'option colis réutilisable, à la fin de son achat e-commerce, il va recevoir un email qui lui demande de déposer une consigne, de valider une consigne. Donc nous, c'est pas une consigne qui va payer puis récupérer, c'est une sorte de caution. C'est un peu comme les Vélove
ou les Vélib, je ne sais pas s'il y a des Lyonnais par ici. Et l'idée, c'est qu'il y a 5 € qui sont débités seulement si l'emballage n'est pas rendu. Et donc, nous, on est en lien avec le consommateur final et on va lui envoyer des petits rappels. Parce qu'il faut savoir que parfois, le fait que l'emballage ne soit pas collecté, ce n'est pas un manque de volonté du consommateur, c'est juste qu'il a oublié. Donc voilà, on a créé toute une expérience utilisateur pour rappeler à l'utilisateur de bien renvoyer son colis. Et on a ce petit système d'incitation financière qui fait qu'aujourd'hui, on a des taux de retour de 97%. D'accord. De colis. Et c'est vraiment la clé à la fois du business model et à la fois de l'impact de notre solution de réemploi. D'accord, c'est passionnant parce que c'est vrai que ça montre aussi qu'il faut accompagner vis-à-vis du consommateur avec à la fois un suivi, de la relance, enfin le temps en tout cas que pendant plusieurs années le geste soit intégré sur votre solution et j'imagine sur d'autres solutions puisque ça nous change de l'usage unique et du fait de ensuite trier et jeter. C'est tout un système aussi du côté des consommateurs, des habitudes qu'il faut créer et donc l'incitation financière c'est un plus aussi et bravo pour ces taux de retour. Je me tourne vers vous Nathan Dufour, vous examinez toutes ces solutions au niveau européen et vous promouvez le réemploi au plan européen. Est-ce que vous pouvez nous dire quels exemples pertinents vous voyez aussi en Europe, notamment sur les emballages, mais pas que, et puis qu'est-ce que vous voyez comme levier pour développer le réemploi au plan européen? Merci beaucoup Muriel, et ce sont effectivement de très beaux exemples avec Opopop et Petrel, donc merci beaucoup. Toujours très agréable d'entendre voilà, les solutions qui sont développées pour le réemploi et tout le travail qui est fait sur l'optimisation. Aussi, c'est assez incroyable et je pense que c'est ça qui est vraiment au cœur de ce qu'on essaie de promouvoir aussi, c'est tout ce qui est fait justement pour optimiser en fait la gestion, une gestion beaucoup plus efficace des ressources et des matériaux et en encourageant aussi, ça a été mentionné je pense par Charlotte, des habitudes de consommation durable. Je pense que ça c'est vraiment absolument clé aussi et donc on garde un œil attentif en fait à tout ce qui émerge un petit peu comme solution en Europe. Il y en a beaucoup, on n'est pas capable de tout répertorier. Mais en tout cas, on fait cet effort parce que dans le cadre de Zero Waste Europe, en fait, ce qu'on fait, c'est évidemment, on garde de par le nom de Zero Waste Europe, donc on est pour une Europe qui tend vers le zéro déchet au maximum, et donc on va être assez exigeant dans ce qu'on va demander de ce point de vue-là. Certains diront radicaux, pourquoi pas, mais je pense qu'il en faut pour vraiment arriver à ce qu'on veut, vu l'ampleur de la tâche aussi. De manière contextuelle et aussi voilà, pour reprendre un peu de distance, vu que je ne vais pas être dans la technique autant que Charlotte et Laurence, par exemple. Mais je pense que c'est important qu'on sache aussi, voilà, qu'on remette les choses dans le contexte et qu'on reconnaisse aussi qu'il y a, malgré son rôle important, il y a des limites au recyclage face à l'augmentation constante des déchets à usage unique. Et je dirais déchets à usage unique en incluant le plastique. Le plastique est évidemment très important, mais je pense qu'on doit faire attention aussi à inclure d'autres. Donc, c'est vraiment l'usage unique que nous, en tout cas, en tant qu'organisation, on va combattre de manière générale. Et le plastique est considéré comme un matériau qui peut avoir, qui a beaucoup de propriétés et qui peut être très utile dans des applications, que je dirais de B2B, donc plutôt au niveau industriel, entre différents acteurs, etc. Donc, on est vraiment dans l'optimisation et dans la gestion des ressources et des matériaux de manière optimale. Et donc, de ce point de vue-là, nous, notre point de vue, c'est qu'il faut vraiment créer les conditions pour un changement systémique et pour une révolution du réemploi, pour ainsi dire, et pas seulement en France, mais également partout en Europe. Et donc, c'est génial déjà tout ce que je vois qui est en train de se développer en France, par exemple. C'est vrai que nous, ce qu'on essaie de faire, c'est de connecter ce qui se passe dans les différents pays avec ce qui se passe dans d'autres pays, peut-être d'essayer de répliquer les solutions, de contribuer à faire en sorte qu'elles montent à une échelle plus intéressante, notamment pour baisser les coûts, etc. Donc, on pourra discuter peut-être de tout ça un petit peu plus tard. Donc, de manière générale, on peut parler des difficultés, des freins pour les différents, ce qu'on appelle les nouveaux business models du réemploi. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il y a de très nombreux exemples et des très, très beaux systèmes, comme on l'a entendu ici, et beaucoup de startups également dans la promotion de solutions dignes de ce nom.
Et ces systèmes sont en train d'être classés en fait à différents niveaux, notamment la Commission européenne dans ses projets législatifs, dans tout ce qui est études d'impact, etc. Essaye de venir avec des archétypes en fait de systèmes de réemploi, essaie de classifier pour donner du sens, pour essayer de légiférer, parce que c'est pas tout d'apporter des solutions au niveau concret. Il faut aussi pouvoir s'extraire et en tirer des grands principes pour pouvoir légiférer de manière efficace et produire les effets escomptés. Et de ce point de vue-là, donc on peut classer ces différents systèmes entre solutions, je vais dire, je ne sais pas à quel point les Français sont familiarisés avec ces termes, mais B2B et B2C, donc c'est vraiment de business à business, d'entreprise à entreprise ou d'entreprise à consommateur, en termes d'exemples, voilà, et tout ça recoupe aussi voilà, les différents types d'emballage, donc tertiaire, secondaire, primaire, comme on les connaît. Et donc, en termes de B2B, par exemple, on a des solutions. Je vais donner quelques exemples concrets et mentionner les entreprises. Je me permets de le faire pour que les gens puissent aller voir, se renseigner et creuser un petit peu la thématique. Je pense que c'est important de le faire. Et sans favoritisme, c'est juste voilà, les entreprises qui apparaissent sur notre chemin en développement. Donc, on a par exemple sur le B2B, on a des grosses entreprises comme Europool, comme IFCO ou encore le Svenska Retail System. Donc, c'est des systèmes tu peux expliquer ce qu'ils font? Des standardisations, voilà, sur... par exemple, des systèmes de palettes dans un certain type de matériaux, souvent du plastique, qui sont optimisés au maximum pour les questions de transport d'une entreprise à l'autre, d'un site de production par exemple, à un site de distribution. Donc, on a des B2B qui se transforment en applications B2C, avec des cajots en plastique, si vous voulez, qui sont pliables, qui ont une certaine ergonomie et qui permettent d'éviter tout ce qui est gaspillage alimentaire, comme on dit en français. Je suis désolé, je travaille beaucoup en anglais, donc il me faut parfois réfléchir à deux fois avant de dire quelque chose. Voilà, donc ça c'est un exemple sur le B2B. On n'a pas énormément de temps, donc je vais le limiter à ça. Et je veux bien approfondir un petit peu plus tard. On a tout ce qui est B2C, et là je les donne en vrac aussi, pour ainsi dire, mais on a tout ce qui est lié effectivement, comme je pense Alice le mentionnait, tout ce qui est lié à l'emballage alimentaire, les gobelets à emporter. Donc on a des beaux exemples dans beaucoup de pays maintenant. On a des exemples comme une entreprise qui s'appelle Reseco, qui travaille en Suisse, sur lesquels on a produit un cas d'étude aussi il y a quelques années déjà. Beaucoup d'autres se sont développés de ce point de vue-là. Tels que Reball, on a des Vital ou U-Boomerang, et là on a des différences par exemple. Donc c'est un emballage alimentaire qu'on va pouvoir utiliser, qui est réemployable, pardon, il faut aussi que je me familiarise avec ça, réemployable. Et par exemple on a des différences, il y en a qui ont un système de consigne, d'autres qui n'en ont pas, qui vont fonctionner avec un système de QR code par exemple, où une sorte de caution sera prélevée. Ça rejoint ce que Charlotte disait, si ce n'est pas rapporté, par exemple, dans les 14 jours, et ce genre de choses. Donc, il y a des différences qui se font à ce niveau-là. Il y a la consigne, mais il n'y a pas que la consigne. Évidemment, la consigne joue un rôle très important. Ça a été rappelé par Alice. Pour différentes raisons, on pourra approfondir ça un petit peu après. Et je pense que voilà, il y a des choses aussi, des exemples de partenariats qui se développent un petit peu partout en Europe aussi, qui sont très intéressants. Des partenariats, par exemple, entre des entreprises qui travaillent sur tout ce qui est service de livraison. Il y a les suspects habituels comme Deliveroo, Uber Eats, etc., qui semblent commencer à intégrer aussi la possibilité de choisir un emballage réemployable, ce qui est très intéressant. Maintenant, dans quelle mesure ils sont sérieux et ils vont aller plus loin dans la logique, à voir. Mais c'est vrai qu'en France, je pense qu'il y a quelque chose qui se développe assez bien là-dessus aussi, qui met tout un ensemble d'acteurs autour de la table et qui semble assez prometteur, y compris les acteurs que je viens de mentionner. Voilà, et puis on pourrait encore y aller. Je pense qu'il y a tout ce qui est service de remplissage aussi, je pense, pour apporter un autre type aussi de secteur de service en termes de réemploi, de système de réemploi. Et donc là, à nouveau, c'est avec ou sans consigne. On a des entreprises comme Jean Bouteille que beaucoup connaissent en France, qui fonctionnent avec la consigne, mais essentiellement. Mais on a aussi un système comme Ecotap, qui se fait appeler aussi Super Zero en Belgique, et qui est un système de dispensaire qui travaille de plus en plus avec les supermarchés maintenant, qui va utiliser un mètre de rayonnage pour pouvoir avoir du système en vrac pour tout ce qui est liquide de nettoyage, par exemple, avec un système de bouteilles standardisé, un remplissage automatique assez rapide. Donc, les choses s'optimisent vraiment, y compris du point de vue du consommateur. Donc ça, c'est assez intéressant de le mentionner, je pense.
veut dire que du point de vue du consommateur, il y a des cas dans les solutions qui sont proposées où je vais revenir avec ma bouteille consignée pour la remplir, si je prends le cas de Jean Bouteille, et ensuite je repars avec ma bouteille et je gère ma bouteille que je réemploie. Et il y a des cas où on est par exemple sur la nourriture ou les gobelets à emporter, où en fait je vais les utiliser sur une durée assez courte. Et ensuite, tout de suite, je vais les remettre dans un système logistique, si je comprends bien, qui va les gérer, les récupérer, les nettoyer et les remettre dans le circuit. Donc, pour le consommateur, en fait, le réemploi va avoir des formes un petit peu différentes aussi. Tout à fait, et adapté aussi pour répondre aux impératifs de la vie moderne. Donc les systèmes de réemploi à l'heure actuelle sont des systèmes qui sont quand même qui sont très beaux, très bien conçus. Il y a beaucoup de savoir-faire, d'expérience, de connaissances, d'analyse qui a été faite en amont. Et donc tout ça est vraiment très très intéressant à promouvoir et à déchiffrer parce que comparé à un emballage à usage unique qu'on va prendre et jeter, enfin, je veux dire, il n'y a pas photo. C'est vraiment quelque chose qui est assez incroyable. Une fois qu'on commence à faire l'expérience de ça, évidemment, ça réduit, donc c'est ça que je disais, ça réduit la quantité de déchets de manière assez fantastique. Je veux dire, quand on est à la maison, moi, c'est la première chose que j'ai commencé, parmi les premières choses que j'ai commencé à faire en tant que consommateur. Et effectivement, j'ai réduit mes déchets de manière assez incroyable. Et je pense qu'il y a d'autres solutions aussi qui sont là, qui méritent d'être mentionnées et qui ne sont pas du type de l'emballage et qui sont aussi tout ce qui est lié aux couches, alors je dirais réemployables, parce que ça ne passe pas par le statut de déchet de nouveau, donc c'est des couches réemployables, je pense que je le dis correctement, et non réutilisables, ce qui serait quand même un peu difficile de toute façon. Mais voilà, donc c'est du réemployable, les couches sont là, elles sont bien faites, c'est des matériaux qui sont beaucoup plus aussi, qui sont moins toxiques, parce que la toxicité des matériaux qui sont mis sur le marché est extrêmement importante à mentionner. Et toutes les études qui sont faites maintenant qui révèlent des choses assez incroyables sur la toxicologie et l'impact sur la santé humaine et pas seulement sur la biodiversité. Donc on n'en est qu'au début et c'est vrai que les types de matériaux qui sont mis en service dans un contexte de réemploi sont généralement mieux conçus et ont des caractéristiques comme, je pense qu'on dit l'inertie, c'est beaucoup plus inerte en fait comme matériau, il y a moins de migration vers les denrées alimentaires par exemple, et tout ça est vraiment très très intéressant, je pense, et mérite d'être promu. D'accord. Alors, on va prendre 2 minutes avant de répondre aux questions. Sur les questions d'impact environnemental du réemploi, qu'est-ce qu'on a comme étude? Donc là, je m'adresse à Alice et à vous, Nathan. Qu'est-ce qu'on a comme étude sur l'impact environnemental du réemploi, ses vertus sur la pollution plastique ou sur d'autres critères environnementaux? Oui, alors en France, il y a un certain nombre d'études qui font référence et qui vont comparer réemployables et usage unique, notamment sur les bouteilles en verre. On a une étude de l'ADEME qui date de 2019 et qui a comparé et étudié 10 dispositifs d'emballage en verre réemployable et qui les a comparés au recyclage. Et ce que montre cette étude, c'est que sur tous les indicateurs qui ont été étudiés, le réemploi est plus intéressant ou à des niveaux égaux au recyclage. Et donc, voilà, sur ces 10 dispositifs, le réemploi est plus intéressant d'un point de vue environnemental. On a aussi une étude qui analyse le système de la brasserie Météor en Alsace. Donc, il y a un système qui est ultra optimisé puisque ça fait très longtemps qu'ils font du réemploi sur leurs bouteilles de bière. Et cette étude, elle montre que pour le système Météor, le réemploi des bouteilles permet par rapport à leur recyclage de réduire d'environ 80% les émissions de gaz à effet de serre, de réduire de 75% la consommation d'énergie et de réduire de 33% la consommation d'eau. Donc aujourd'hui, il y a vraiment de débat, en tout cas sur les bouteilles en verre réemployées par rapport aux bouteilles recyclées. Ce qu'il faut peut-être retenir, c'est que en fait, l'impact environnemental des dispositifs de réemploi, il va dépendre de plusieurs paramètres, et ces paramètres, ça va être les distances de transport et le mode de transport, le taux de retour de l'emballage. Charlotte en parlait tout à l'heure, plus l'emballage revient et plus il est utilisé, évidemment, moins on a d'impact. Et après, ça va dépendre aussi de l'emballage à usage unique avec lequel le dispositif de réemploi est comparé.
Et donc, on peut avoir des distances plus importantes si on a des taux de retour importants. Mais au-delà de ce qui est pris en compte dans les analyses de cycle de vie, ce qu'il faut aussi retenir, c'est que le réemploi, il permet d'éviter d'extraire des matières premières, contrairement au recyclage, où on est obligé d'ajouter de la matière vierge. Pour le réemploi, l'emballage est collecté, lavé et remis en circuit. Ça évite aussi donc, de générer des déchets, donc d'avoir à traiter les déchets, et ça évite également l'abandon des déchets dans la nature, puisque en donnant une valeur à l'emballage, on évite qu'il se retrouve dans la nature, et ça permet aussi de développer et d'encourager une consommation en circuit court. Puisque évidemment, plus les boucles sont courtes, plus ça va être intéressant de faire du réemploi. Et puis après, au-delà des impacts environnementaux, ce qu'il faut aussi noter, c'est que le réemploi des emballages, ça a aussi des impacts, comme Laurence et Charlotte en ont parlé tout à l'heure, des impacts sociaux, puisque c'est créateur d'emplois locaux non délocalisables pour tout ce qui va être les activités de lavage, de maintenance, de logistique. Et puis des impacts économiques, puisque pour les producteurs, par exemple, une fois que les investissements sont réalisés, en fait, il va être moins cher, et c'est ce qu'on remarque en Alsace, il va être moins cher de faire du réemploi que d'acheter des emballages à usage unique. Pour le consommateur aussi en Alsace, les consommateurs achètent leur bière et leur eau au même prix, voire 20% moins cher que dans des emballages à usage unique. Et puis, pour les collectivités aussi, ça va être des économies en matière de ramassage des déchets, de propreté des rues. Donc, il y a aussi, c'est vraiment une solution qui est globale et vertueuse d'un point de vue environnemental, social et économique. Merci beaucoup, Alice. Nathan, peut-être que vous compléterez plus tard, parce que là, on va passer à un temps de questions-réponses. Alice a très bien résumé la question, et je pense qu'il n'y a pas beaucoup à remettre là-dessus. Et l'étude, juste simplement cette ligne-là, que l'étude que nous, on a financée avec une autre organisation qui s'appelle Reloop, auprès de l'Université d'Utrecht, conclut exactement au même type de conclusion. Et justement, c'est une étude, je suis ravi d'envoyer le lien, qui a été repris à différents niveaux aussi et a connu son petit succès, parce que justement, ça revient sur la question de l'empreinte écologique. Alors que, et justement, c'est une question qui a été souvent très mal débattue, et on a juste vraiment rapidement là-dessus. Donc, si on a un axe X et un axe Y, l'axe X est la production, l'empreinte écologique au niveau de la production, et que l'axe Y reprend le nombre de rotations, par exemple, et qu'on voit le coût, exactement la courbe descendante d'un produit de réemploi, d'un emballage, par exemple, comparé à un produit à usage unique qui va tout externaliser, ou en grande partie à la société. Le réemploi va tout internaliser, donc il va descendre jusqu'à aller bien en dessous de la ligne de l'emballage à usage unique, et en même temps, il y a tout un ensemble de coûts qui doivent être pris en compte, qui sont internalisés du côté du réemploi, qui sont les coûts de nettoyage, de logistique inverse, etc. Et donc, il faut optimiser tous ces systèmes en fonction de certains paramètres. Et donc, Alice a expliqué tous les paramètres qui étaient nécessaires de prendre en compte. Merci beaucoup. Je vais laisser la parole à Christy, qui va regarder ce qu'on a comme questions. Voilà, et vous redonner la parole pour les réponses. On est un petit peu en retard, mais ce n'est pas très grave. À vous, Christy. Alors, une première question qui nous vient d'un spectateur sur Facebook, c'est comment peut-on s'assurer du meilleur impact d'un objet réutilisable par rapport à un objet jetable? Car la production, le transport, par exemple, de cet objet réutilisable peuvent parfois avoir un impact plus conséquent. Et est-ce que vous pouvez nous expliquer peut-être en quoi l'analyse du cycle de vie d'un produit est pertinente dans ce cadre, et donner éventuellement des exemples? Voilà, je ne sais pas qui veut commencer. On en a un peu parlé là, mais... Peut-être rentrer plus dans le détail de ce qu'est l'analyse d'un cycle de vie, comment ça fonctionne. Je ne suis pas sûre que tous les auditeurs connaissent exactement cette thématique. Alice, ou vas-y Charlotte, allez-y. Vas-y Charlotte. Laurence ou Alice ou moi, oui, on peut en parler. Alors, effectivement, c'est pour ça qu'on parle beaucoup du taux de réutilisation et du taux de retour effectif et de la réutilisation effective. Parce qu'effectivement, comme l'expliquait Nathan tout à l'heure, un emballage qui va être réutilisable, il va forcément utiliser à la base plus de matière, et il va être conçu plus solide. Alors réutilisable, encore une fois, moi j'utilise, réemployable, en tout cas qui va être réemployé un grand nombre de fois. Donc sa production va être plus impactante au début. En revanche, à chaque usage, à chaque utilisation,
son impact ne sera que le coût de sa remise en circuit. Et donc, en fait, l'impact d'un produit qui sera réemployé, il va diminuer, en fait, il va être amorti. Voilà, il va être amorti tout au long de son cycle de vie. Alors que quand on prend un emballage à usage unique, par exemple ce plastique, il va être produit une fois pour être jeté, pour être utilisé une seule fois et ensuite jeté, potentiellement recyclé. Mais du coup, son impact, son cycle de vie, l'impact tout au long de son cycle de vie, ça va être sa production. Et puis ensuite, le fait qu'il va être jeté, incinéré ou peut-être parfois recyclé, mais voilà, il faut considérer l'impact de toute sa vie. Et donc, en fait, l'intérêt d'une analyse de cycle de vie, c'est de comparer à même usage. Donc, un emballage, par exemple, comme le nôtre, qui peut être utilisé jusqu'à une centaine de fois, mais admettons 30 fois, en fait, on va comparer ça à l'impact de 30 pochettes plastiques et non pas de une pochette plastique. Donc voilà, si on considère l'impact tout au long de sa vie, l'impact est amorti au fur et à mesure des réutilisations. Donc voilà, moi je ne peux pas encore vous donner de chiffres très précis parce que pour être transparent, comme ça fait 1 an seulement qu'on existe, on est en train de faire notre étude d'impact là avec les chiffres d'ACV, donc d'analyse de cycle de vie comparé. Je ne peux pas encore les communiquer, mais je pense que Alice, elle aura des exemples sur d'autres produits. De l'amortissement, à partir de combien de fois il faut réutiliser un emballage réemployable pour qu'il soit vraiment intéressant. Mais en tout cas, voilà, c'est une question vraiment d'amortissement. Je trouve que c'est la meilleure image pour comprendre comment ça marche. Non, mais je pense que voilà, les ACV, les analyses de cycle de vie, elles s'appliquent à un dispositif particulier, donc c'est extrêmement difficile de généraliser et de dire à partir de temps de réutilisation, ça devient positif, et je pense qu'il faut un peu sortir de ça, parce que j'ai expliqué tout à l'heure les paramètres qui impactaient la performance environnementale des dispositifs de réemploi, mais aussi au-delà des analyses de cycle de vie, il y a aussi des facteurs qui ne sont pas pris en compte et que le réemploi permet d'éviter, d'éviter d'avoir des déchets qui sont abandonnés dans la nature, d'éviter d'avoir des déchets à traiter, d'extraire des nouvelles ressources, et ça, c'est pas toujours pris en compte dans les ACV. Enfin, si on veut retenir peut-être une étude marquante sur les bouteilles, c'est peut-être celle de l'ADEME qui montre que sur les 10 dispositifs étudiés, en fait, la performance environnementale, elle est meilleure sur la bouteille réemployée que sur la bouteille recyclée. Et je pense que ça résume très bien l'état des lieux aujourd'hui de la connaissance sur le sujet. Très bien. Muriel, si je peux me permettre de compléter simplement sur un point. En 1 minute. Oui, très bien. Donc, la question de ces études, en fait, elles sont réalisées, je vais dire, toutes choses étant égales par ailleurs. Donc, ça veut dire que, et ça, je pense que ça rebondit un petit peu sur le point de Charlotte juste avant, c'est vraiment l'idée qu'il y a des choses qui vont changer aussi, qui vont permettre d'améliorer vraiment et de faire en sorte que les choses soient beaucoup plus faciles de ce point de vue du niveau de la question du réemploi, en fait. Par exemple, le transport va changer, le coût, le type d'énergie qu'on est en train d'utiliser. Donc, avec l'augmentation de la disponibilité des énergies renouvelables, par exemple, c'est quelque chose qui va aller clairement en faveur des systèmes de réemploi. Voilà, donc juste pour clarifier un petit peu ça, je pense que c'était important aussi. Alors moi, je voudrais juste répondre à une question dans le chat et après, on va revenir sur la deuxième partie. Des personnes demandent s'il y a des solutions pour tout ce qui est vendu en usage unique, comme les viandes, les poissons dans les rayons frais, etc. En tout cas, il y a une solution qui est le réemploi individuel aussi, parce que ça existe. Il n'y a pas que les solutions proposées par des entreprises. Et en fait, on peut venir avec son contenant. Et ça aussi, ça s'inscrit dans le réemploi. C'est un petit effort du côté du consommateur. Mais en tout cas, c'est dans la loi et on peut le faire. Et c'est aussi un réflexe à acquérir. La partie qui est plus sur les perspectives. Finalement, voilà, quelle perspective de développement on peut avoir pour le réemploi, quels sont les éléments qui sont attendus pour favoriser le développement du réemploi. Du coup, je me tourne vers vous, Alice. On va reparler un peu de loi. Qu'est-ce qu'il y a de favorable dans la loi AGEC où il y a des choses qui sont inscrites, donc c'est la loi anti-gaspillage et pour l'économie circulaire, où il y a des éléments qui sont inscrits en faveur du réemploi. Il y a un décret qui est paru il y a très peu de temps qui parle des 3 R, c'est-à-dire réduction, réemploi et recyclage, et qui parle en grande partie du réemploi. Voilà, qu'est-ce qu'on peut dire sur ce qui existe, en quoi c'est une bonne base pour développer le réemploi et en quoi elle est insuffisante, il faudra aller plus loin. À vous la parole, Alice. Merci Muriel. Alors c'est vrai que la loi anti-gaspillage a permis de poser des jalons essentiels au développement des systèmes de réemploi des emballages, puisqu'on a désormais un objectif national de réemploi qui est inscrit dans la loi, donc de 5% en 2023 et de 10% en 2027.
On a aussi une obligation pour Citeo, l'éco-organisme, de définir des gammes standards sur un certain nombre de secteurs, qui sont les boissons, les produits frais et la restauration. Donc ces gammes, elles sortiront le 1er janvier 2022. On a aussi l'obligation pour Citeo de flécher 2% des contributions vers le réemploi. On a aussi cet objectif de fin des plastiques à usage unique en 2040, donc, qui était précisé par des objectifs dans le décret 3R, des objectifs quinquennaux. Donc on a des avancées, on a des objectifs. Pour l'instant, ces objectifs, ils sont, en tout cas dans le décret 3R, pas contraignants pour les producteurs. On a dans la loi climat cet article 12, donc la loi climat qui est issue de la Convention citoyenne pour le climat, et donc cet article 12 qui traite de la généralisation de la consigne pour emploi. Donc au départ, la proposition de la Convention, c'était de généraliser les dispositifs de consigne pour emploi. Aujourd'hui, l'article 12, il a quand même détricoté très largement cette proposition. Aujourd'hui, il reste assez peu de substance à cette proposition. Elle sera, donc la loi, elle sera en débat en séance plénière au Sénat à la fin du mois. Donc on espère que l'article 12 va reprendre un peu de substance et sera enrichi, parce que voilà, ce qui est important, c'est de pouvoir définir une trajectoire de réemploi, une trajectoire qui soit progressive et qui tende vers une généralisation, et que cette trajectoire, ces objectifs, ils soient contraignants, ils s'appliquent aux producteurs, pour qu'on puisse vraiment leur donner un signal fort et leur dire l'usage unique, c'est fini, il faut vraiment faire les investissements nécessaires à la mise en place de dispositifs de réemploi. Merci Alice. Alors, je vais me tourner vers vous, Laurence, et puis ensuite vers Charlotte, pour savoir au niveau des entreprises. Donc, on entend Alice, il faut des éléments de régulation pour pousser le marché à bouger, mais il faut aussi sans doute des mesures fiscales, des mesures d'incitation financière, de soutien. Est-ce que vous pouvez nous dire, on va commencer par vous, Laurence, quels sont les besoins, par exemple, pour Petrel, pour vraiment pouvoir développer et accélérer le passage au réemploi en France en collaboration avec d'autres acteurs? Alors, il y a un premier frein qui est quand même justement la transformation de l'entreprise. Parce qu'on peut le voir, ça peut avoir quand même un impact sur le conditionnement et sur les coûts de l'entreprise, ou même sur le marketing, si on veut mettre par exemple un compte de consigne. Et puis, ça peut être aussi évidemment l'achat d'emballages si c'est l'entreprise qui décide d'acquérir des nouveaux emballages réemployables. Il y a pas mal d'aides qui existent, notamment pour mettre fin à l'usage, au plastique à usage unique. Il y a pas mal d'aides de l'ADEME, des régions, de Citeo. Mais c'est vrai que de manière générale, ces aides sont très souvent quand même pour aller vers des matériaux, enfin des solutions avec plus recyclable, ou voilà, plus facilitant le recyclage. C'est pas encore le réemploi est cité, mais il n'y a pas encore d'aide spécifique au réemploi, et notamment on en a parlé là tout à l'heure, donc on le comprend bien, le réemploi des emballages, c'est bien deux choses, c'est des emballages et une boucle de réemploi qu'on met en place, donc avec évidemment des coûts qui vont être associés, hein. Et on le voit bien dans la partie environnementale et financière, c'est pareil. Le coût de l'emballage, vous allez le diviser par le nombre de cycles. Le coût de réemploi, il va être propre à chaque usage. Donc, ça devient vraiment quelque chose qui est clé pour le réemploi. Et ça, c'est un coût, ce qu'on appelle opérationnel, régulier. Et ça, les aides, aujourd'hui, ne couvrent pas ce coût-là. Elles ne couvrent que des coûts d'investissement, donc de nouveaux développements d'emballage, de nouveaux équipements. Donc, c'est vraiment une vision très industrielle aujourd'hui. Et heureusement, j'en ai l'impression que je ne veux pas cracher dans la soupe, parce qu'il y a quand même beaucoup d'aides qui existent. Et là, il y a quand même aussi une forte aide sur tout ce qui va être machine de nettoyage. Voilà, encore une fois, c'est une vision très industrielle, alors qu'on a besoin d'autres d'aides, plus de récurrence pour le réemploi. D'accord. Merci. Charlotte, est-ce que vous partagez ce point de vue? Est-ce que vous avez des éléments à ajouter? Oui, moi je partage le point de vue de Laurence, et puis globalement le point de vue qui est porté par le réseau Consigne, dont on fait partie tous.
moi, je pense qu'un des points qui est quand même clé dans les freins, c'est qu'il faut quand même que les entreprises qui se mettent à utiliser des emballages réemployables, en fait, ça demande quand même un changement de business model. Au-delà d'un changement d'habitude, c'est-à-dire que ce n'est pas les mêmes coûts d'utiliser des emballages réutilisables, réemployables, sinon je vais y arriver, que d'utiliser de l'usage unique. Donc, ça demande des modifications de modèles et de manière de le présenter aux consommateurs et de culture, en fait, au-delà de tout ce qu'on pourrait faire fiscalement. Donc, je pense que ce qui peut être pertinent, effectivement, c'est des incitations financières. Aujourd'hui aussi, il faut savoir que les entreprises sont taxées sur les emballages à usage unique, mais qu'un des impacts sur lesquels ils sont taxés, c'est le poids. Et donc, typiquement, le plastique, dans ce cadre-là, est peu taxé parce que donc, typiquement, si on veut sortir du plastique à usage unique, peut-être une des choses qu'on pourrait améliorer, c'est encore plus taxer le plastique et encore plus favoriser le réemploi et les matières qui sont les plus recyclables possibles pour aller encore plus vite sur cette transition. Après, moi, ce que je voudrais noter, c'est que pour moi, la réglementation, la régulation, le fait de mettre des taxes ou des incitations financières, c'est bien pour accélérer une transition. Mais aujourd'hui, les entreprises, en tout cas dans notre cas sur le e-commerce, qui amorcent cette transition, elles l'amorcent parce qu'elles sont portées par des consommateurs. Et ça, c'est vraiment un point clé. Et là, ce n'est pas un frein, c'est plutôt dans l'autre sens que je voudrais dire, c'est qu'en tant que consommateur, on a vraiment tous le pouvoir d'agir en demandant aux entreprises chez qui on consomme, en faisant attention aux entreprises chez qui on consomme et en soutenant ce genre de démarche. Parce que nous, on est contactés par des gros e-commerçants qui, a priori, ne seraient pas les plus écolos qu'on connaisse, mais qui, à force que les consommateurs leur demandent, râlent ou se détournent d'eux, du coup, ont envie de changer et de mettre en place ce genre de système. Donc, ça commence par de la com souvent, mais ça pose des questions ensuite sur leur business model et donc ça infuse un peu dans les entreprises. Donc voilà, en tout cas, pour moi, la régulation, c'est une accélération de transformation, mais que c'est un changement plus culturel, global, qu'il faut qu'on fasse sur cette question de l'usage unique et pour passer au réemploi. Voilà, j'espère que je réponds bien à votre question. Si, merci beaucoup. Puis c'est intéressant de noter que les consommateurs sont là et ça rejoint complètement l'opération No Plastic Challenge parce que c'est aussi, on invite les consommateurs à s'exprimer sur le sujet et aussi à challenger les entreprises et à valoriser et aller vers les entreprises qui proposent des modèles alternatifs. Donc, ça rejoint complètement cette opération. On va regarder un petit peu aussi au plan européen. Nathan, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui est à venir en termes réglementaires? Est-ce qu'il y a des fenêtres de tir pour valoriser et développer le réemploi aussi au niveau des régulations européennes? Merci beaucoup, Muriel. Oui, écoutez, il y a pas mal de choses qui se passent au niveau européen. Déjà, au niveau de la réduction du plastique à usage unique, donc on a la directive, comme beaucoup de gens la connaissent maintenant, la directive de juillet 2019 SUP, donc sur le plastique à usage unique, la régulation du plastique à usage unique. Et donc dans ce cadre-là, par exemple, on a des objectifs de collecte distincts pour les bouteilles pour boissons. Et donc, pour aller un peu dans le détail, mais c'est d'une capacité maximale de 3 litres, ça comprend les bouchons, les couvercles, parce que tout ça est important aussi en termes notamment de recyclage. Là, c'est essentiellement pour le recyclage. Et donc, on a des objectifs et là, je vais faire mon belge, je veux dire 77% d'ici à 2025, et puis de 90%, donc 90% d'ici à 2029. Et donc, ça, il y a simplement du côté européen, il y a deux, si vous voulez, une directive, c'est important de le rappeler aussi, ça donne une ligne directrice, mais ça ne rentre pas dans le détail forcément de ce que les États membres doivent faire. Donc, c'est plutôt beaucoup laissé aux États membres. En fait, tout ce que Laurence et Charlotte ont mentionné avant, c'est essentiellement au niveau des États membres que ça se passe. Tout ce qui est fiscalité, etc. Au niveau européen, c'est beaucoup plus compliqué de faire quoi que ce soit. Donc voilà. Donc ça, c'est important de rappeler en gros les responsabilités de chacun aussi. Et donc dans le cadre, par exemple, de cette directive SUP de 2019, il y a la consigne qui est mentionnée pour arriver à ces objectifs, et puis aussi des objectifs de collecte distincts pour ce qu'on appelle les responsabilités étendues des producteurs. Voilà. Donc ça donne un petit peu le cadre, mais c'est essentiellement pour le recyclage. Et quand on parle à ce moment-là de tout ce qui est système de consigne, c'est essentiellement des systèmes de consigne pour le recyclage et non pour le multi-usage comme nous le promouvons en fait. Et c'est vrai qu'on se dit maintenant, il est temps vraiment, à partir du moment où on promeut la consigne à un niveau assez important, je pense à un système comme par exemple à l'allemande,
pour ne citer que celui-là, mais il y a beaucoup d'autres choses qui sont en train de se passer ailleurs en Europe. Mais du côté allemand, par exemple, voilà, on a une entreprise comme GDB, je vais le dire en abrégé parce que mon allemand est très mauvais, mais en gros, c'est une entreprise à but non lucratif, une organisation à but non lucratif qui a été déléguée par environ 400 marques pour gérer un système de ce qu'on appelle le pooling. Donc, on a donc une mise en commun avec une standardisation des emballages aussi pour les boissons et ce genre de choses. Et donc, c'est un système qui est optimisé et très performant à échelle nationale. Et donc, il faut qu'on avance vers ce genre de choses probablement, même si pour certains acteurs, et je comprends par exemple que pour la France, qui a démantelé en grande partie tout ça, c'est très, très compliqué d'y revenir. Il y a peut-être d'autres modèles qui existent. Donc, parenthèse de ce point de vue-là, au niveau du cadre législatif, donc ça veut dire qu'on est en manque d'un cadre législatif qui permette réellement la prévention et le réemploi. Je mentionne les deux parce que la prévention, il faut toujours les garder en tête. C'est quand même la première chose qui doit venir en tête en termes de hiérarchie des déchets, par exemple, la prévention en particulier. Mais pour le réemploi, donc nous, on a vraiment envie de voir émerger un cadre législatif qui soit vraiment qui puisse promouvoir le réemploi de manière beaucoup plus structurelle et ambitieuse. Et donc, de ce point de vue-là, il y a trois on va dire, textes législatifs qui sont en devenir ou initiatives législatives du côté de la Commission qui a ce pouvoir d'initier la législation, de proposer la législation. Et donc, il y a la révision de la directive sur le packaging, sur les emballages et la gestion des déchets d'emballage qui est en train de se faire. Donc, je l'ai mentionné au début de cette conférence. Donc là, on est en train de relayer toutes les bonnes pratiques des business pour essayer de faire en sorte qu'ils puissent avancer et concrétiser les choses. Donc voilà, donc ça, c'est un texte extrêmement important qui va aider à garantir l'objectif d'économie circulaire de la Commission européenne, ainsi que pour garantir que d'ici 2030, en gros, tous les emballages en plastique mis sur le marché de l'UE soient réemployables et possiblement recyclés de manière rentable aussi, parce qu'il y a cet objectif de rentabilité qui apparaît. Il y a deux autres textes que je mentionne juste parce que pour ne pas prendre trop de temps là-dessus, il y a ce qu'on appelle la Sustainability Product Initiative. Je ne sais pas comment on l'a traduit en français, malheureusement, mais c'est un autre texte qui va... Des produits durables, l'initiative en faveur de produits durables. Tout à fait. Et ça devrait mener à la révision de la directive éco-design, donc sur histoire de faire en sorte que tous les produits qui sont mis sur le marché soient faits de manière durable. Et donc, de ce point de vue-là, malheureusement, pour l'instant, l'enjeu, c'est aussi ce qu'on appelle le scope, donc ça veut dire l'étendue du champ d'action de cette directive ou de la directive à venir, parce que pour l'instant, c'est focalisé sur des secteurs comme le textile, la construction et ce genre de choses, et nous, on voudrait que ce soit appliqué à tous les produits de manière générale, et y compris les emballages, et que le plastique soit mentionné également dedans explicitement, avec des objectifs clairs. Et puis quelque chose qui fait le lien avec la question de la toxicité aussi, qui est très importante, qui est en anglais de nouveau, c'est la Chemical Strategy for Sustainability, donc la stratégie pour la durabilité de tout ce qui est produits chimiques sur le marché, et qui est très importante aussi parce que ça va venir toucher justement à cette question de durabilité et de recyclabilité, de possibilité d'avoir de la matière recyclable qui soit non toxique pour remettre dans le cercle et dans le caractère circulaire justement de tous ces matériaux. Merci beaucoup Nathan pour ces éclairages sur les perspectives au niveau européen en termes réglementaires. Est-ce que vous pouvez nous parler de l'initiative qui est développée, qui s'appelle We Choose Reuse? C'est-à-dire nous choisissons le réemploi, qui est une initiative européenne qu'on souhaite vraiment partager et mettre en valeur en fin de conférence. Merci beaucoup, c'est super. On est super enthousiaste avec ça. C'est un beau projet qui a commencé en novembre l'année dernière. Donc, c'est vraiment une campagne un petit peu tentaculaire qui vise à toucher les consommateurs, citoyens. Je préfère parler de citoyens, mais voilà. Et puis également les entreprises, les PME, les startups, comme je les ai mentionnés tout à l'heure. Et puis également au niveau des acteurs locaux et des villes. Et donc, le but, c'est on a produit plusieurs lettres ouvertes en partenariat avec chacun de ces acteurs. Bon, les individus, c'est plus compliqué. Là, on était nous-mêmes en avant. Mais pour les villes et pour les entreprises, notamment, on les a clairement consultés, histoire de faire en sorte que toutes les demandes qu'on formulait dans le cadre de cette lettre pour promouvoir un cadre qui soit propice au réemploi à tout niveau,
puisse se développer. Et donc, d'ici à l'automne, on prendra tout ça avec nous, toutes ces signatures. On a environ 190 entreprises qui nous soutiennent et ça continue à monter, par exemple. Moi, je me charge de coordonner cette partie-là de la campagne. Et tout ça va nous permettre d'aller vers les décideurs politiques avec des demandes concrètes. Et puis, voilà, c'est un gros projet et on est vraiment, vraiment très content du déroulement. Merci beaucoup, Nathan. On a dépassé un tout petit peu. Merci à tous nos participants. Merci à Christy pour le soutien sur l'animation. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui? Vous êtes spectateurs, certains d'entre vous, vous êtes en train de créer des business models autour du réemploi. Certains, vous êtes déjà dedans. D'autres parmi vous, vous êtes consommateurs. Vous pouvez participer au No Plastic Challenge en ce moment, partager sur les réseaux sociaux vos choix de réemploi à titre personnel. On a plein d'éco-gestes qu'on partage et vous pouvez signer la pétition, les pétitions et les open letters qui sont sur le site. Je vous ai remis dans le chat sur le site wechoosereuse.org. Il y a une partie qui est en effet pour les entreprises, donc il faut aller sur l'onglet business. Il y a une partie pour les associations et pour les particuliers. Il faut aller sur commitment et il y a même une partie pour les collectivités locales. Il faut aller sur municipality. Voilà, et les traductions sont généralement tout en bas. Donc, vous ne laissez pas perturber par l'anglais. Tout est traduit en bas. Merci à tous. On voit bien, on est au début. Enfin, au début, ça fait déjà quelques années que le réemploi émerge en France et en Europe. Mais voilà, on voit bien qu'on est dans une phase où c'est en train de monter en puissance. Et à nous, consommateurs, à nous, entreprises, d'être solidaires pour que ça aille vite, de faire des choses en commun et de valoriser toutes ces initiatives et surtout de faire collectivement le choix du réemploi. C'est une vraie solution. On l'a dit au début, vous pouvez aller consulter aussi l'étude de Pew Charitable Trust sur le sujet. C'est une vraie solution, la meilleure sans doute, pour agir contre la pollution plastique. Merci à tous d'avoir été avec nous. À bientôt, j'espère. Au revoir et merci à tous ceux qui nous ont suivis. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.